C'est plus simple sans toi. Je coupe les ponts. Jamais je n'aurais imaginé entendre ces mots, ce soir, le soir de la fête des moissons. Debout, dans l'air froid devant la porte d'entrée, je sentais peu à peu la chaleur de ma tarte crumble aux pommes et aux noix de pécan quitter mes doigts. Face à moi se tenait ma mère, Claire Robineau. Elle portait un chemisier en satin cramoisi et des boucles d'oreilles en perles. Son apparence était impeccable, et ce contraste avec ses mots tranchants faisait tourner ma tête. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Ma voix était plus rauque que prévu. Ne m'oblige pas à me répéter. C'est la fête des moissons. Tout le monde veut passer un bon moment. Quand tu viens, l'ambiance devient pesante. Elle parlait comme si j'étais une cliente difficile. Mais, j'ai encore fait la tarte cette année comme toujours. Ma voix s'éteignit. Avant que je comprenne, ma sœur Élodie apparut derrière elle, un verre de vin à la main. « Maman, je t'avais dit que tu aurais dû lui dire non cette année. Chloé ne sait pas où est sa place. Elle met tout le monde mal à l'aise. »« Ma place ?» Je répétais instinctivement, et Élodie haussa à peine les épaules. « Au boulot comme à la maison, tu es là en soutien. Tu n'es pas la vedette. Alors venir ici et tout dérégler franchement c'est gênant. » Le monde devant moi s'écroula dans un vacarme assourdissant. Cette semaine, j'avais passé tous mes instants libres à revoir les recettes de tarte, acheter les ingrédients, batailler avec le four jusqu'à tard dans la nuit. Ce n'était pas par obligation. Ni pour être accepté. Je voulais juste me rapprocher un peu du cercle familial. Je comprends. Quand je prononçais ces mots, je fus surprise du calme de ma voix. Je vais juste laisser ça ici. Je déposai doucement la boîte à tarte à côté d'un pot en terre cuite près de l'entrée. Mangez-la si vous en avez envie. On n'en veut pas. Cria ma mère dans mon dos. Mais je ne ressentis plus rien. Ou plutôt, une certaine détresse derrière son ton tranchant. Sans me retourner, je m'éloignai de la porte. À ce moment-là, mon père, Jacques, apparut sur le seuil. Nos regards se croisèrent à peine. Il ne dit rien, n'exprima rien, et disparut à l'intérieur. J'étais vraiment invisible dans cette maison. Une fois dans la voiture, je m'affaissai sur le siège. Je sentais le poids de mon corps. Mes doigts étaient glacés, tenir le volant devenait douloureux. Sur l'écran de mon téléphone, une notification clignotait. « Tu es encore là ? Moi je veux de la tarte. Viens chez moi ce soir. » La tendresse de ce message me fit monter les larmes. Ma grand-mère avait décliné l'invitation cette année, disant qu'elle ne se sentait pas bien. Mais je savais la vérité. Elle était juste épuisée par les conflits avec ma mère. Et elle savait, elle, quelle place j'occupais vraiment dans cette maison. Elle avait préféré ne pas intervenir. Garder ses distances. Mais nous partagions une application de localisation. En voyant que je ne bougeais pas devant la maison, elle avait deviné. À travers l'écran, j'entendais presque sa voix chaleureuse. C'était la seule personne qui m'offrait un vrai espace pour être moi-même. Au travail comme à la maison, personne ne comprenait aussi bien mes capacités qu'elle. Je regardai une dernière fois dans le rétroviseur. La couronne suspendue au pilier blanc, les lanternes scintillantes, les rires venant de l'intérieur. Rien de tout cela ne m'appartenait. Je n'avais plus besoin de regarder en arrière. En enclenchant la marche arrière, j'ai murmuré. « Merci maman, de m'avoir réveillée. » Il n'y avait ni colère ni sarcasme. Juste une chose, une résolution tranquille. En conduisant, je fixais les lumières de la ville qui dansaient au-delà du pare-brise. Ce soir de fête des moissons, tout semblait briller de bonheur. Lumière aux fenêtres, couronnes accrochées, odeur de dinde dans l'air. Rien de tout cela ne me touchait. C'est plus simple sans toi. Je coupe les ponts. Les mots de ma mère résonnaient encore dans ma tête. Et pourtant, aucune larme ne venait. J'avais plutôt la sensation que les chaînes lourdes qui m'avaient longtemps retenue venaient de céder. En tant que membre de la famille Robineau, j'avais fini par douter de ce que signifiait réellement le mot famille. La première fois que j'ai mis les pieds dans l'entreprise, j'étais encore étudiante. Après mes cours du soir, je venais en blouson d'université, dans le petit bureau réservé aux employés, à l'arrière de Système Maréchal, l'entreprise dirigée par ma mère. Il n'y avait qu'une salle de réunion sans fenêtre, poussiéreuse et mal ventilée. Mais c'était mon tout premier lieu de travail. Aujourd'hui, il faut nettoyer ses données clients. Fais bien attention. Les doublons, ça fait râler les clients. J'avais hoché la tête en silence devant les consignes de ma mère, et je m'étais tournée vers l'ordinateur. Sans que personne ne m'apprenne, j'avais ouvert les énormes tableurs et commencé à les éplucher, ligne par ligne, avec soin. Je n'ai pas mis longtemps à maîtriser les formules Excel. J'éprouvais une petite fierté à repérer les incohérences dans les données et à les corriger avec précision. Mais je me souviens à peine avoir été remerciée ou félicitée.
Il n'y avait ni récompense, ni encouragement. On me disait simplement « C'est pour toi ». Et on me passait la tâche suivante. Très vite, j'ai pris l'habitude d'identifier et corriger les anomalies avant même qu'on ne me le demande. Des signes d'erreur, des écarts minimes, des horaires étranges. Sans m'en rendre compte, j'avais affûté mon instinct dans l'ombre. En deuxième année de fac, je gérais déjà les paies mensuels. Et l'année suivante, je participais à la conception des protocoles de test du système. Contre toute attente, j'en étais venu à mieux comprendre la structure des systèmes internes et le flux financier que n'importe qui dans l'entreprise. Mais c'était voulu. Ma mère m'avait assigné ces tâches délibérément. Laisse à Élodie le côté glamour des ventes. Toi, tu as les chiffres. Sa voix restait sèche, neutre. Elle ne me félicitait ni ne me critiquait. Elle se contentait d'énoncer ce qui était nécessaire pour l'entreprise. Et pourtant, au fond de moi, je voulais croire qu'il y avait, quelque part dans sa voix mécanique, un soupçon d'attente. Même après avoir été embauchée officiellement, mes fonctions ne changèrent pas. Elles s'approfondirent. Analyse financière, sécurité des serveurs, audit de contrats fournisseurs, coordination avec notre comptable Mélissa. Sans moi, les finances, les systèmes et les opérations quotidiennes auraient été bloquées plus d'une fois. Modifier les clauses contractuelles, ajuster les chiffres avant clôture, configurer les accès. Je maîtrisais tout et tenais l'ensemble à flot. Mais ma mère ne reconnut jamais cette contribution. C'est toujours ma sœur qu'elle mettait en avant. Elle la présentait comme l'héritière future, la laissait parler en réunion, participer aux décisions majeures. Moi, j'étais invisible. Aucune occasion de prendre la parole. Une présence discrète, pratique, qui exécute sans bruit. On agissait comme si mon inexistence avait été prévue dès le départ. Ceux qui travaillent en coulisses ne doivent pas trop se faire remarquer. C'était l'un des dictons préférés de ma mère. Je ne l'ai jamais remis en question. Je n'en voyais pas la nécessité. Je tenais sincèrement à l'entreprise de ma mère. Je voulais croire que j'y avais ma place. Même sans reconnaissance. Je me persuadais que contribuer valait déjà quelque chose. La seule personne à m'avoir dit un jour « Je te vois », c'était ma grand-mère, Émilie. Chloé, tu es la colonne vertébrale de cette entreprise. Ce n'est pas une question de lumière. Aucun bâtiment ne tient debout sans son axe. Même après sa retraite, elle passait parfois me voir au service. Elle m'observait silencieusement alors que je travaillais sans relâche. Elle apportait toujours le même café, au parfum familier. À travers le couvercle du gobelet, ce petit moment de répit adoucissait mon cœur, comme rien d'autre. Ces mots n'étaient ni des ordres, ni des conseils. Ils étaient confiance. Et dans son regard, ce n'étaient pas mes résultats qu'elle reconnaissait. C'était moi. Tant que tu es là, tout ira bien. Chaque fois qu'elle me disait ça avec un sourire, je sentais que j'existais. Pour quelqu'un comme moi, noyé sous les tâches, sans le temps ni la place pour s'exprimer, sa présence était comme un phare. Une lumière calme et constante, même en pleine tempête. Avant que je ne m'effondre totalement, quelqu'un m'avait tendu la main, en silence. Et cette personne me voyait, non pas comme une fille utile, mais comme une femme à part entière. Rien que cette vérité, c'était ma plus grande délivrance. J'avais donné plus de 10 ans à l'entreprise. Mais en m'arrêtant enfin, j'ai réalisé une chose. Jamais personne ne m'avait demandé ce que moi je voulais. Chloé, tu peux t'en occuper? Désolée, mais tu es la seule à comprendre ça. C'est juste des trucs de l'ombre de toute façon, non? Ces paroles répétées, superposées, avaient peu à peu effacé mes contours. Jusqu'à ce que je disparaisse. Alors ce soir, quand ma mère a dit « C'est plus simple sans toi. Je coupe les ponts », c'était bien plus qu'un rejet. C'était une déclaration, je n'existais pas. Mais c'était aussi une déclaration de liberté. La possibilité de recommencer à zéro. J'ai compris que je pouvais enfin écouter ma propre voix. Sans le poids de l'entreprise. Sans le regard de ma mère. Sans l'attente des autres. Et maintenant, je me dirige vers la maison de ma grand-mère. Vers la seule personne qui me voit vraiment. Je n'ai pas encore tout laissé derrière moi. La douleur est encore là. L'amertume aussi. Mais je ne regarde plus en arrière. Ce soir-là, la fête chez ma grand-mère fut la plus paisible que j'ai jamais connue. Pas de plat spectaculaire. Pas de grand discours. Juste une petite tarte de plus que j'avais apportée, au centre de la table. Et une théière qu'elle avait préparée elle-même. Assise près de la cheminée allumée, mamie était là, à mes côtés, un tricot ancien entre les mains. Elle ne m'a rien demandé. Elle ne m'a pas brusqué. Elle est simplement restée là, en silence. Et ce silence m'a apaisée. Quand j'ai goûté la première bouchée de tarte, elle a murmuré doucement.
C'est ton goût à toi. Personne ne le remarquait dans cette maison. Mais moi, je l'ai toujours su. Et rien que ces mots m'ont permis de respirer enfin. Le lendemain matin, à mon réveil, j'ai senti une énergie remonter lentement en moi. Une sensation que je n'avais plus connue depuis très longtemps. Je ne me souvenais même plus de la dernière fois où j'avais eu envie de faire quelque chose, rien que pour moi. Mais ce calme n'a pas duré. Quelques jours après mon retour de chez ma grand-mère, j'ai reçu un email de ma mère. L'objet était « Pour nouveaux projets ». Le fichier joint contenait un plan d'affaires pour un développement en intelligence artificielle. Et un contrat de prêt bancaire de 2,8 millions d'euros. Mon nom figurait déjà comme co-signataire du prêt. Sidérée, mal à l'aise, je l'ai appelée immédiatement. Elle a répondu comme si tout cela était parfaitement normal. « Chloé, il n'y a que toi. Le prêt a été refusé à cause du score de crédit d'Élodie. Et je ne peux plus engager ma caution personnelle. Toi, tu as un master en gestion et un historique irréprochable. La banque a dit OK si c'était à ton nom. » Sa voix était calme, comme si inscrire mon nom sans m'en parler n'était rien du tout. Je n'ai jamais été consultée. Utiliser mon nom sans accord, c'est inacceptable. Je ne l'ai pas utilisé. Tu n'as rien signé officiellement, non? J'ai juste partagé le contrat à l'avance. Et puis, tu fais partie de l'entreprise. Il est normal que tu sois impliqué. Ce mot-là, normal, m'a frappé comme un coup sourd. Combien ai-je déjà sacrifié, au nom de la responsabilité? De la contribution? Ce projet est lancé bien trop vite. On ne m'a même pas donné d'explication claire. On verra ça plus tard. Là, on a besoin de ton crédit pour finaliser. Un soupçon d'urgence dans sa voix. Elle devait être à court de temps. Mais la façon dont elle traitait mon nom comme une simple garantie m'a glacée. Après avoir raccroché, je suis restée figée, sans bouger. Mais je ne pouvais pas agir sur l'émotion. Je devais garder la tête froide. Je me suis connectée aux outils de gestion de l'entreprise. Et là, j'ai aussitôt senti quelque chose d'anormal. Des accès bloqués à des sections de serveurs et à des dossiers liés au projet. Alors que j'y accédais librement jusque-là. Le responsable m'a parlé d'une mise à jour des autorisations. Mais je n'avais reçu aucune information, aucun message. Quelques jours plus tard, je ne recevais plus non plus les invitations aux réunions de direction. En vérifiant le calendrier, j'ai découvert que seule cette réunion avait disparu de mon agenda habituel. La méfiance a grandi. Mais malgré ça, j'ai continué à analyser les données de dépenses, les mouvements de trésorerie, dans les limites de ce qui m'était encore accessible. Et c'est là que j'ai vu une ligne dans un registre qui m'a fait douter de mes propres yeux. Une dépense irrégulière de plus de 50 000 € liée à des retards de paiement sur le prêt. Plusieurs transactions avaient été enregistrées sous frais marketing, mais leur contenu n'avait rien de légitime. Pire encore, l'historique des paiements liés au prêt de 2,8 millions comportait des retards mal justifiés, avec des annotations floues. En creusant du côté des prestataires impliqués, les noms m'étaient inconnus. Et l'historique des échanges, quasi inexistant. Par précaution, j'ai compilé tous les documents et créé des sauvegardes. Ce même après-midi, j'ai contacté Mélissa, notre comptable, et je lui ai demandé de vérifier les dépenses autant qu'elle le pouvait. 2 jours plus tard, elle m'a rappelé, avec une révélation encore plus grave. Le fournisseur en question était une société écran, sans réelle activité. Et l'adresse enregistrée correspondait à un des biens personnels d'Élodie. Autrement dit, ils avaient redirigé des fonds de l'entreprise sous forme de frais de conseil fictifs vers leur propre société affiliée. Mon corps s'est figé. Pas de colère. Juste une froideur silencieuse qui montait lentement en moi. Mon nom avait été utilisé dans ce processus. Sans ma signature. Sans mon accord. Comment cela avait-il pu arriver? Comment avais-je pu passer à côté? En retraçant les documents contractuels, d'autres vérités ont émergé. Des contrats portaient mon nom, avec une image scannée de ma signature. La date correspondait à la semaine où je préparais les tartes, avant la fête. Je n'avais jamais vu ce contrat. J'ai voulu croire, au début, à une erreur. Mais la ligne de signature montrait clairement « Chloé Maréchal » avec une fausse signature collée à côté. Les registres mentionnaient toutes les étapes de négociation du prêt de 2,8 millions d'euros, avec des retards et des remarques, et je n'avais participé à rien. Tout avait été fait en mon nom. Alors que je restais tard le soir à organiser les comptes de l'entreprise, quelqu'un utilisait ma signature et soumettait des dossiers frauduleux. Mon crédit, mon avenir, avait été mis en gage dans mon dos. J'étais exploitée, non pas avec respect ni gratitude, mais comme un actif froid, un chiffre utile.
Et dans ce silence résonnait encore sa phrase. Chloé, il n'y a que toi. Ces mots ne portaient ni confiance ni attente. Elle n'avait fait qu'utiliser mon existence comme une garantie pratique pour éviter d'engager sa propre responsabilité, protéger le nom de la famille et l'image de l'entreprise. Ce qui avait été sacrifié? L'intégrité que j'avais bâtie année après année, mes choix pour l'avenir, et surtout, ce petit espoir de croire encore en ma famille. Sans réfléchir, j'ai appelé ma grand-mère. Dès qu'elle a entendu ma voix, elle a compris. Tout de suite. Ma grand-mère était autrefois la fondatrice de Système Maréchal, la présidente avant que ma mère ne prenne la relève. Elle avait connu les victoires comme les trahisons du monde des affaires. Peut-être est-ce pour ça qu'elle a immédiatement perçu la crise qui se cachait derrière le tremblement de ma voix. Et elle m'a parlé avec un calme profond, sans même chercher à comprendre davantage. Reste calme, Chloé. Ce genre de situation, seules celles qui l'ont perçu peuvent agir. Et toi, tu en as la force. Ne panique pas. Si tu bouges, fais-le avec discrétion et détermination. Commence par faire retirer ton nom de tous les contrats de prêt. C'est ta priorité. Dans sa voix, il y avait ce poids tranquille, cette fermeté qu'ont seulement les personnes qui ont déjà construit et survécu à l'effondrement. Porté par ces mots, j'ai commencé à sauvegarder les preuves. J'ai déplacé les documents montrant la signature falsifiée dans un dossier séparé, avec des sauvegardes sur un disque externe. Puis j'ai remonté tous les contrats signés en mon nom sur l'année écoulée. Certains ne correspondaient pas du tout à ma manière d'écrire. Le style, les formulations, la mise en page, tout trahissait une tentative d'imitation. Je n'avais jamais été digne de confiance à leurs yeux. J'avais seulement été utile. J'ai alors contacté Aurore, une avocate, pour préparer une déclaration officielle. Les contrats contenaient des éléments frauduleux, ma signature avait été utilisée sans consentement et je m'opposais à tout usage futur de mon nom dans des prêts. Aurore a réagi rapidement, avec calme et rigueur. Elle a commencé à restreindre les accès aux systèmes informatiques de l'entreprise et à organiser la transmission des éléments à un auditeur indépendant. Dans mes mains, j'avais les preuves. Et toutes ces années de travail silencieux derrière moi. Quand j'ai rapporté tout cela à ma grand-mère, elle a souri légèrement. Enfin, ta vraie vie est sur le point de commencer. Elle avait raison. Non, elle avait parfaitement raison. J'avais toujours travaillé dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Toujours à courir après les chiffres pour prouver que je valais quelque chose. Toujours loyal, sans condition. Mais maintenant, pour la première fois, je commençais à construire un avenir sous mon propre nom. Ce prêt de 2,8 millions d'euros? Il n'avait plus besoin de ma signature. Enfin, je pouvais me reconnaître. Non plus comme celle du fond de la pièce, mais comme l'actrice principale. Les mots de ma grand-mère brillaient dans ma poitrine. Non pas comme une étincelle, mais comme une flamme douce et constante, celle qui éclaire la maison. C'est ça mon chemin. Et ceux qui ont utilisé mon nom sans mon accord allaient comprendre, tôt ou tard, ce que ma force silencieuse signifiait vraiment. Quelques jours plus tard, je suis entrée dans l'agence entreprise de notre banque partenaire, avec tous les documents en main. Bruno, le conseiller chargé du prêt, était présent. Calmement, j'ai exposé la situation. Des contrats signés sans mon accord. Plus de 50 000 € de dépenses douteuses. Des documents liant un fournisseur suspect à un possible détournement. Au début, Bruno avait l'air sceptique. Mais au fil des pièces, son regard est devenu grave. Il a hoché lentement la tête. C'est très sérieux. Cela remet en cause la validité du prêt. Nous allons ouvrir une enquête interne immédiatement. J'ai acquiescé en silence. Ce n'était pas de la vengeance. C'était juste rétablir la vérité. J'ai déposé une copie des documents, une déclaration écrite, et précisé que notre avocate allait contacter la banque pour la suite, y compris les éventuelles actions judiciaires. Une fois tout remis, j'ai soufflé un long coup et quitté le bâtiment. Puis, je suis allé directement au siège de l'entreprise. Ce même après-midi, j'ai pénétré dans la salle de réunion. Cela faisait longtemps. À l'intérieur, ma mère et Élodie étaient déjà là. Ma mère consultait des documents, mais s'est figée en me voyant entrer. « Chloé, mais à quoi tu penses? Tu as vraiment signalé ça à la banque ?» C'est Élodie qui a parlé la première, la voix tendue, presque irritée. Pourquoi je ne l'aurais pas fait? Faux contrat, signature falsifiée, transfert flou, lié à un prêt de 2,8 millions d'euros. J'ai sorti les copies de mon sac et les ai posées calmement sur la table. Voici les contrats signés en mon nom, sans autorisation. Et là, l'accord avec le prestataire fictif des 50 000 €. Tout ça porte ma signature. Mais je n'ai jamais donné mon accord. Ma mère ne bougea pas.
Mais quelque chose vacilla dans son regard. Tu fais tout ça pour si peu? Ce détail, comme vous dites, peut constituer une fraude financière. La voix venait lentement du fond de la salle. Douce mais pleine de poids. Elle figea tout le monde pendant un instant. En me retournant, je vis ma grand-mère, debout sur le pas de la porte. Droit comme un chêne, dans une tenue soignée, sa canne à la main. Ses gestes trahissaient son âge, mais sa simple présence avait déjà changé l'atmosphère. Elle s'avança lentement, d'un pas assuré, et entra dans la salle de réunion. Le plus étonnant? Je ne l'avais même pas prévenue. Et pourtant, elle était venue. Comme si elle savait déjà tout ce que je traversais. Mamie, je t'avais dit de ne pas venir. Ce n'était pas nécessaire. Dès que j'ai su que tu t'étais enfin levée pour toi-même, il m'était impossible de rester silencieuse. Elle me sourit tendrement et s'assit face à ma mère. Claire, tu te souviens de ce que je t'ai dit? Ne sous-estime jamais Chloé. Ma mère répondit sans changer d'expression. Maman, ce sont des affaires. Ne t'en mêle pas pour des histoires de famille. Il ne s'agit pas de sentiments. Il s'agit de responsabilité. Tu as utilisé ta propre fille comme outil juridique et tu as mis en péril la crédibilité de l'entreprise. Élodie tapa du poing sur la table, exaspérée. Ce n'est pas maman. C'est moi qui ai tout organisé. Et Chloé a déjà géré des prêts. On a juste anticipé un peu, c'est tout. Anticipé? Je l'ai regardé dans les yeux, lentement. Tu as falsifié ma signature. Créé de faux contrats. Engendré des retards de paiement. Et détourné 50 000 € de dépenses. Et tu appelles ça? Anticiper? Ce n'est pas une simple formalité. Alors qu'Élodie perdait ses mots, ma mère intervint. Chloé, je comprends ce que tu veux dire. Mais tout a été fait pour protéger l'entreprise. Elle avait besoin de résultats immédiats. Ton crédit était juste un moyen d'y parvenir. Donc c'est acceptable? C'est comme ça que fonctionnent les affaires. Tu ne comprends toujours pas. Si, maman. Je comprends parfaitement. Je la fixai droit dans les yeux. Je ne suis pas un outil. Je ne suis pas une ombre. Je ne suis pas une garante commode. Désormais, mon nom ne sera utilisé que selon ma volonté. Le silence tomba dans la pièce. Après un moment, ma grand-mère parla. Chloé, tu as dit tout ce qu'il fallait dire, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Le reste suivra par voie juridique. Vous recevrez un avis officiel de mon avocate. Je souhaite retirer mon nom de tous les accords de prêt, et que la responsabilité liée aux signatures falsifiées soit établie. Ce sera aussi transmis au conseil d'administration. Tu ne vas pas me dire que tu enregistres cette réunion? Élodie pâlit d'un coup. Non. Inutile. J'ai déjà toutes les preuves nécessaires. J'ai rangé les documents dans mon sac et me suis levée. Ma grand-mère se leva elle aussi lentement. Et sans un mot pour Élodie, elle posa son regard une dernière fois sur ma mère. Claire, tu as toujours pensé que Chloé était une enfant utile. Mais tu ne l'as jamais regardée comme une adulte digne de confiance. C'est là ta plus grande erreur. Ma mère ne répondit rien. Elle se contenta de serrer les lèvres, en silence, nous regardant quitter la salle. Le bruit de la porte qui se referma fut étonnamment discret. Dans le couloir, ma grand-mère glissa doucement sa main dans la mienne. Tu as bien fait. Merci. Pour la première fois, ces mots venaient vraiment du fond de mon cœur. Désormais, quel genre de vie allais-je construire? Quel genre de place allais-je bâtir? Je ne savais pas encore. Mais une chose était sûre. Je ne vivrai plus jamais dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Je vivrai sous mon propre nom. Et aujourd'hui, j'ai fait le premier pas. 3 mois plus tard, je me tenais debout face à la fenêtre de mon nouveau bureau, en banlieue de Lyon. Un petit espace que j'avais choisi moi-même. Quelque chose que je n'aurais jamais imaginé quand j'étais encore ensevelie sous les tableurs de Système Maréchal. L'entreprise que je venais de lancer était un cabinet de conseil dédié à l'accompagnement des femmes entrepreneurs. Elle était encore modeste, par son nom et son envergure. Mais chaque visage croisé, chaque mail envoyé, tout portait mon empreinte. Ce travail, je l'avais choisi moi-même. Ce projet, je le portais de ma propre volonté. Et pendant toute la phase de lancement, ma grand-mère avait été là, pas à pas, à mes côtés. N'aie pas peur des risques. Tu as déjà bâti quelque chose. Et comme elle l'avait prédit, plusieurs anciens clients qui m'avaient fait confiance par le passé m'ont contacté. Les premiers contrats ont été signés plus facilement que je ne l'aurais cru. Même les nuits courtes passées à terminer des propositions. Je les vivais avec un calme bonheur. Le travail que j'accomplissais autrefois en silence, pour une entreprise qui ne me reconnaissait pas,
était devenu mon propre espace de liberté. Pendant ce temps, le chaos grandissait au sein de Système Maréchal. Les accords de prêt furent réexaminés. Le conseil d'administration s'interrogeait sur les dérives internes. Au fil de l'audit externe, la vérité se dévoilait. Les contrats signés sous mon nom, les 50 000 € détournés, les irrégularités du prêt, les positions de ma mère et de ma sœur ont commencé à s'effondrer. Officiellement, ma mère a déclaré se retirer pour raison de santé. Mais au sein de l'entreprise, les voix s'élevaient déjà pour demander des comptes à ma mère. Abus de pouvoir, falsification de documents internes, utilisation non autorisée de signatures, demande de prêts mensongères. Chacun de ces actes était désormais traité comme une infraction grave, pouvant relever de la fraude financière ou de la falsification de documents privés, avec, cette fois, la prison envisagée. Ma sœur, Élodie, avait conservé son titre de directrice commerciale, mais plusieurs clients majeurs avaient déjà exigé une révision de leur contrat. L'assurance dont elle faisait preuve auparavant avait disparu. Elle continuait d'éviter toute déclaration officielle, face aux audits en cours et à la couverture médiatique. Les responsabilités qu'elles doivent affronter vont désormais bien au-delà d'une simple sanction interne, ou d'une perte de confiance. Les poursuites pénales sont devenues une réalité concrète. Et cela ne vient pas de mes actions, mais de leur choix. Puis un jour, un court message est parvenu de ma mère, transmis par ma grand-mère. Je crois que je commence enfin à comprendre tout ce que tu as porté toutes ces années. Ça m'a pris du temps. J'espère qu'un jour je pourrai te dire merci, et le penser vraiment. Ce n'était pas une excuse. Mais c'était suffisant. Peut-être qu'on ne se reparlera jamais. Peut-être que rien ne changera. Mais malgré tout, je continuerai d'avancer. J'ai refermé mon ordinateur et entouré ma tasse de mes deux mains. Je ne travaille plus pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Je travaille pour moi-même, en silence, mais avec certitude. Pas comme une étincelle, mais comme une flamme constante, qui continue de brûler.